J'ai regardé ma femme glisser une enveloppe à travers la table lors du repas de Noël chez ses parents, et la façon dont elle m'a regardé m'a tout dit sur ce qui se trouvait à l'intérieur. Nous étions entourés par la famille, sa mère apportait la bûche, son père servait du vin, et Camille avait cette expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, une anticipation pure mêlée à quelque chose de plus sombre, alors que sa sœur Manon était à côté de nous avec ses enfants, son frère se disputait avec sa femme pour une futilité, et toute la maison sentait le sapin et les épices. Camille a poussé l'enveloppe vers moi de 2 doigts, ses ongles rouges tapotant contre le papier, et elle a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, « Ouvre-le, c'est ton vrai cadeau de Noël ». La façon dont elle a insisté sur le mot « vrai » a fait lever la tête aux convives, sa mère pensait que c'était quelque chose de sentimental, son père a levé son verre, s'attendant à l'annonce d'une promotion ou peut-être d'un autre bébé. Je l'ai ouvert lentement, et la première chose que j'ai vue fut l'entête d'un laboratoire d'analyse génétique, mes mains sont devenues froides, les résultats étaient là, clinique, noir sur blanc, Léo, mon fils de 4 ans, le petit qui venait de s'endormir à l'étage après avoir ouvert ses cadeaux, le gamin qui m'appelait papa et serrait ma jambe chaque fois que je franchissais la porte après le travail, 0% de probabilité de paternité. Je l'ai lu 2 fois car il y avait sûrement une erreur, mais les chiffres ne changeaient pas, 0,00%, aucune marge d'erreur, non, ce n'était pas le mien. La table est devenue silencieuse, sa mère fixait l'enveloppe dans mes mains, sa sœur a arrêté de couper le gâteau, même les enfants semblaient sentir que quelque chose n'allait pas. Camille s'est adossée à sa chaise, a pris une gorgée de vin et a commencé à parler avant que quiconque ne puisse dire un mot, elle a dit à toute la table qu'elle avait cessé de m'aimer il y a 2 ans, elle l'a dit tout haut, aussi décontracté que possible. Thomas, mon associé et soi-disant meilleur ami, lui donnait ce que je ne pouvais pas, de la stabilité, comme elle l'appelait, une connexion émotionnelle. Le visage de sa mère est devenu blême, son père a posé son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser, mais Camille a continué et ce qu'elle a dit ensuite était si calculé que j'ai réalisé qu'elle planifiait cette exécution publique depuis longtemps, elle avait attendu que ma start-up technologique décolle, attendu que je mette toute mon énergie à construire quelque chose de valeur. Léo n'était pas un accident, il était une assurance, elle était tombée enceinte délibérément, avait mis mon nom sur l'acte de naissance et avait attendu pendant que je travaillais 80 heures par semaine en sacrifiant tout pour construire notre sécurité financière, attendu que l'entreprise vaille quelque chose de concret, et maintenant elle demandait le divorce. Elle comptait prendre la moitié de tout ce que j'avais bâti, plus une pension alimentaire basée sur mes nouveaux revenus, et s'en aller à l'abri du besoin pour la vie, elle avait même des avocats prêts, elle documentait tout depuis des mois, montant un dossier prouvant que j'avais accepté la responsabilité parentale, ce qui signifiait que le tribunal ne se soucierait pas de la biologie, dans son esprit j'étais piégé, la loi était de son côté, elle avait déjà gagné. Sa mère a commencé à pleurer, son père regardait Camille comme s'il ne reconnaissait pas sa propre fille, sa sœur a attrapé ses enfants et les a emmenés dans l'autre pièce, mais Camille restait juste assise là, attendant que je m'effondre, attendant que je supplie ou pleure ou fasse une scène qu'elle pourrait utiliser contre moi plus tard. La chose étrange est que je ne me sentais pas en colère, juste cette certitude froide et claire de ce qui devait se passer ensuite, car voici ce que Camille ne savait pas, je savais tout cela depuis 6 mois. Chaque détail de son plan, chaque mouvement qu'elle pensait faire en secret, et pendant qu'elle mettait en place sa fin de partie, j'avais construit mon propre dossier, brique par brique, document par document. Je l'ai regardée à travers la table, cette femme que j'avais autrefois aimée au point de lui promettre l'éternité, et je n'ai absolument rien ressenti. J'ai posé le test ADN avec précaution, je l'ai lissé comme s'il s'agissait juste d'un autre morceau de papier, et je l'ai regardé droit dans les yeux en disant « Vérifie tes emails ». Pour la première fois de la soirée, son assurance a vacillé, cette minuscule fissure dans son armure, elle a sorti son téléphone avec un air confus, s'attendant probablement à un message désespéré qu'elle pourrait montrer à son avocat, une tirade colérique, une preuve que j'étais instable. J'ai observé son visage alors qu'elle ouvrait son email, j'ai vu sa confiance se vider comme si quelqu'un avait retiré un bouchon, j'ai vu ses yeux s'écarquiller alors qu'elle commençait à faire défiler l'écran, la requête en divorce que mon avocat avait préparée, prête à être déposée au moment où elle ferait son mouvement, la chronologie détaillée de sa liaison avec les preuves jointes, la documentation sur la fraude à la paternité, les enregistrements que je collectais depuis des mois. Chaque conversation où elle avait mentionné son plan à Thomas, chaque SMS qu'elle pensait avoir effacé, chaque preuve que ce n'était pas un mariage qui s'effondrait mais une escroquerie calculée dès le départ. Ses mains ont commencé à trembler, le téléphone a failli glisser de ses doigts, toute couleur a quitté son visage, son père s'est penché pour voir ce qu'il y avait sur l'écran, sa mère demandait ce qui se passait mais Camille ne pouvait pas parler, elle continuait juste à faire défiler page après page de preuves, regardant tout son plan directeur s'effondrer en temps réel.
Je me suis levé de table, toute sa famille me fixait maintenant, certains confus, d'autres commençant à comprendre, et j'ai regardé Camille une dernière fois en disant, tout ce que tu viens de dire à tout le monde, je le sais depuis 6 mois, chaque plan que tu as fait, chaque manigance où tu pensais avoir 10 coups d'avance, j'en avais 20 d'avance sur toi, et à la seconde où tu as annoncé ton intention de demander le divorce devant témoins, tu m'as donné exactement ce dont j'avais besoin pour te battre au tribunal. Je suis sorti de cette maison, la laissant assise là à la table de Noël de ses parents, entourée de la famille devant laquelle elle venait de s'humilier, fixant son téléphone alors que son stratagème soigneusement construit tombait en ruine. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel que j'avais déjà réservé et j'ai appelé Maître Bertrand, mon avocat, qui attendait mon signal. En moins d'1 heure, il avait tout déposé par voie électronique, la requête, les preuves, la motion d'urgence pour la garde temporaire. Au moment où Camille se réveillerait le lendemain matin, la machine judiciaire serait déjà en marche, car Camille avait fait une erreur de calcul critique, elle avait supposé que je serais trop dévasté pour penser clairement, trop brisé pour riposter, trop stupide pour voir ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Elle avait passé des années à me sous-estimer, me traitant comme si j'étais juste un portefeuille sur pattes, et cette sous-estimation allait lui coûter tout. Toute l'affaire avait commencé 6 mois avant ce dîner de Noël, et cela avait commencé parce que Léo était tombé malade, rien de grave, juste une mauvaise réaction allergique à l'école maternelle, mais assez grave pour que son pédiatre veuille faire un bilan sanguin complet. J'ai emmené Léo au rendez-vous parce que Camille prétendait avoir une réunion de travail, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. L'infirmière a fait la prise de sang, Léo a géré ça comme un champion, et je l'ai emmené manger une glace après. 2 jours plus tard, le cabinet du pédiatre a appelé et a demandé si je pouvais venir discuter des résultats en personne, ce qui m'a noué l'estomac. Je suis arrivé en m'attendant à entendre parler d'une allergie grave, me préparant déjà mentalement au traitement. Le médecin a fermé la porte et avait cette expression mal à l'aise. Elle a commencé par dire que Léo était en parfaite santé, pas d'allergie majeure, rien d'inquiétant, mais ensuite elle a fait une pause et m'a dit que lorsqu'ils avaient fait le bilan sanguin, ils avaient noté le groupe sanguin de Léo, type B positif, et selon leur dossier, j'étais de type O positif et Camille de type O positif. Elle m'a expliqué très doucement qu'il était génétiquement impossible pour 2 parents avec des groupes sanguins O d'avoir un enfant avec du sang de type B. Elle a dit qu'il y a parfois des erreurs dans les dossiers, mais elle voulait porter cela à mon attention. Je suis resté assis là à traiter ce qu'elle avait dit, le médecin n'accusait personne, elle soulignait juste une impossibilité génétique et me laissait tirer mes propres conclusions. Je l'ai remercié et j'ai marché jusqu'à ma voiture en pilote automatique, je ne suis pas rentré à la maison, j'ai conduit directement vers un laboratoire privé à l'autre bout de la ville, un de ceux qui effectuent des tests ADN discrets avant toute procédure légale, j'ai payé un supplément pour des résultats accélérés, ils ont dit 72 heures. Ces 3 jours furent les plus longs de ma vie, j'ai fait semblant à la maison, jouant avec Léo, dînant avec Camille, prétendant que tout était normal. L'email est arrivé à 2 heures du matin, j'ai attrapé mon téléphone et je suis allé dans la salle de bain pour lire les résultats, 0% de probabilité de paternité. Je l'ai lu plusieurs fois, vérifiant chaque chiffre, cherchant un signe que cela pourrait être faux, mais l'ADN ne ment pas, Léo n'était pas mon fils biologique. Je me suis assis sur le sol de la salle de bain en essayant de comprendre quoi faire ensuite. Une partie de moi voulait réveiller Camille tout de suite et exiger des réponses, mais une partie plus intelligente m'a dit d'attendre, d'être stratégique, de découvrir exactement à quoi j'avais affaire avant de faire le moindre mouvement. Je suis resté allongé le reste de la nuit à côté de ma femme et j'ai commencé à penser à toutes les petites choses que j'avais ignorées, la façon dont elle avait découragé les tests génétiques à la naissance, les commentaires sur la ressemblance de Léo avec sa famille à elle, comment elle m'avait poussé à travailler plus longtemps, à me concentrer sur l'entreprise, à lui laisser l'éducation, comment elle avait insisté pour garder nos finances séparées, comment elle m'avait demandé de signer des papiers mettant à jour la structure de notre entreprise, des papiers que j'avais à peine regardés parce que je lui faisais confiance, chaque signal d'alarme devenait soudainement aveuglant d'évidence. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Bertrand, le meilleur avocat spécialisé en divorce de la ville, un type réputé pour gérer des cas complexes impliquant des actifs commerciaux et des litiges de garde. Je lui ai tout dit, il a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai fini, il m'a dit que je devais agir très prudemment. Si Camille planifiait ce qu'il soupçonnait, elle construisait probablement son dossier depuis des mois, et le fait que j'avais agi comme le père de Léo pendant 4 ans signifiait que j'avais établi une paternité légale indépendamment de la biologie. Si je la confrontais maintenant, je perdrais tout. Il m'a dit de tout documenter, mais de ne rien faire d'illégal, chaque reçu, chaque email, chaque interaction. Nous avons programmé des réunions hebdomadaires et il a commencé à monter un contre-dossier.
j'ai commencé à tenir des registres détaillés, chaque dépense que je couvrais pour Léo, chaque sortie d'école, chaque rendez-vous médical, j'ai sauvegardé tous nos dossiers financiers conjoints. Pendant 6 mois, j'ai joué le mari ignorant tout en collectant des preuves, et Camille n'en avait aucune idée. Environ 2 mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Manon, la jeune sœur de Camille, m'a appelé en pleurant, à peine cohérente. Nous nous sommes rencontrés dans un café et elle m'a dit qu'elle avait accidentellement vu des SMS sur le téléphone de Camille. Elle se sentait mal à ce sujet mais pensait que je méritais de savoir. Manon avait toujours été la bonne personne de cette famille. Elle m'a montré des captures d'écran, des messages entre Camille et Thomas remontant à des années. Ils étaient impliqués depuis avant la naissance de Léo. Les messages étaient explicites sur le fait que Thomas était le père biologique de Léo. Mais le contenu vraiment accablant était ce qui venait plus tard, des messages où Camille exposait toute sa stratégie, comment elle attendait que ma start-up atteigne certains paliers de revenus, comment elle avait recherché exactement ce à quoi elle aurait droit lors d'un divorce, comment Léo était son levier car les tribunaux favorisent généralement les mères, comment elle prévoyait de maximiser la pension alimentaire pendant qu'elle et Thomas vivraient confortablement de mon argent. Elle avait même un calendrier, janvier, juste après les fêtes, quand l'entreprise serait valorisée à son maximum, tout était calculé. Manon m'a donné des dates et des conversations qu'elle avait entendues, elle est devenue mon alliée secrète. Quand Camille avait besoin de quelqu'un pour garder Léo, Manon se portait volontaire et documentait discrètement les choses, les conversations téléphoniques que Camille avait quand elle pensait que personne n'écoutait, les moments où Thomas passait à la maison, tout ce dont Manon était témoin, elle le rapportait à Maître Bertrand. Le pire était de regarder Camille avec Léo pendant ces 6 mois, c'était une bonne mère, elle l'aimait, prenait soin de lui, mais je savais aussi par ses messages qu'elle le voyait comme un actif financier. Elle a dit à Thomas qu'avoir un enfant avec mon nom sur l'acte de naissance était le mouvement stratégique le plus intelligent qu'elle ait jamais fait. C'est là que j'ai réalisé que je ne me battais pas seulement pour mon argent ou mon entreprise, je me battais pour Léo, parce que j'étais le seul père que ce gamin ait jamais connu, j'avais été là pour ses premiers pas, ses premiers mots, chaque cauchemar et chaque triomphe, et je n'allais pas laisser Camille l'utiliser comme monnaie d'échange. En décembre, Maître Bertrand et moi avions tout, 6 mois de documentation, des captures d'écran de Manon prouvant la liaison et la conspiration, des dossiers financiers montrant que Camille avait déplacé de l'argent vers un compte séparé, la preuve qu'elle avait consulté des avocats des mois plus tôt, des journaux détaillés de mon implication dans la vie de Léo, et Manon prête à témoigner. Maître Bertrand m'a dit que nous avions l'un des dossiers les plus solides qu'il ait jamais vu, mais nous devions attendre que Camille fasse le premier pas, nous avions besoin qu'elle annonce son intention pour nous donner la qualité pour agir immédiatement et agressivement. Nous avons tout préparé, la requête était rédigée, les preuves compilées, la motion de garde prête, tout ce dont nous avions besoin était que Camille dévoile son jeu. Puis elle m'a tendu cette enveloppe au dîner de Noël, elle avait fait son mouvement, elle avait annoncé son intention de divorcer devant plusieurs témoins, elle avait révélé tout son plan, pensant que je n'avais aucun moyen de riposter. Cette nuit-là à l'hôtel, j'ai donné le feu vert à Maître Bertrand, il a tout déposé électroniquement dans l'heure, la demande de divorce avec allégation de fraude, toutes nos preuves, une motion d'urgence pour la garde temporaire. Au matin, tout ce que nous avions passé 6 mois à préparer était officiellement dans le système judiciaire, et Camille était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un ne vous laisse pas seulement vulnérable, cela vous laisse complètement sans défense. L'audience pour la garde temporaire a été fixée 2 semaines après le Nouvel An, et Camille est arrivée en ayant l'air d'avoir pris 10 ans, son avocat était un de ces types qui facturent 500 € de l'heure pour avoir l'air intimidant, mais j'ai pu voir l'inquiétude sur son visage au moment où Maître Bertrand a commencé à présenter notre dossier. La juge était une femme nommée Valérie Martin, elle avait la réputation d'avoir une tolérance zéro pour la manipulation parentale, Maître Bertrand avait spécifiquement demandé sa salle d'audience. Elle était assise là avec ses lunettes de lecture perchées sur le nez, parcourant nos documents, et son expression s'assombrissait à chaque page. L'avocat de Camille a essayé de commencer par l'approche standard, parlant des liens maternels et des routines établies et à quel point il serait perturbant pour Léo de changer sa situation de vie, mais la juge Martin a levé une main et l'a coupée, elle a demandé s'il avait réellement examiné toutes les preuves. L'avocat a bafouillé une réponse disant qu'il avait besoin de plus de temps, et l'expression de la juge a clairement montré ce qu'elle en pensait. Ensuite, Maître Bertrand s'est levé et a exposé notre affaire à la cour, il a commencé par le test sanguin qui avait déclenché mes inquiétudes, puis les résultats ADN prouvant que Léo n'était pas biologiquement le mien. Il a montré la chronologie de la liaison documentée par le témoignage de Manon et des preuves remontant à 5 ans, mais le matériel vraiment accablant est venu ensuite, il a présenté des messages où Camille discutait explicitement d'utiliser Léo comme levier, où elle calculait la pension alimentaire basée sur mes revenus prévisionnels,
où elle disait à Thomas que sa grossesse était une décision financière stratégique lui garantissant un paiement quelle que soit la fin du mariage. La juge a demandé à voir ces messages sur l'écran du tribunal, Maître Bertrand les a projetés et j'ai vu Camille s'enfoncer dans sa chaise à chaque message. Il y avait un message qui a fait enlever ses lunettes à la juge Martin pour fixer directement Camille, datant de 8 mois auparavant, où Camille disait à Thomas qu'elle prévoyait de révéler la vraie paternité de Léo quand il serait plus vieux, en choisissant le moment pour me causer le maximum de dommages émotionnels pendant les procédures de divorce, elle discutait de l'utilisation d'un enfant de 4 ans comme arme psychologique. La juge a demandé à l'avocat de Camille si sa cliente avait une explication, il a demandé une suspension d'audience, la juge l'a refusé et a dit qu'elle voulait entendre l'explication de Camille immédiatement. Camille a essayé de prétendre que les messages étaient sortis de leur contexte, qu'elle s'était juste défoulée, qu'elle n'avait jamais réellement eu l'intention de faire tout ça, mais Maître Bertrand avait documenté un schéma clair s'étalant sur des mois, il n'y avait aucun moyen de reformuler ça. Ensuite, Manon a pris la barre, elle a témoigné des conversations qu'elle avait entendues, des fois où elle avait vu Thomas à la maison, du fait que Camille lui avait explicitement dit qu'elle attendait que mon entreprise atteigne certains objectifs de revenus avant de déposer le dossier. Manon était émue pendant la majeure partie de son témoignage, s'excusant directement auprès de moi à un moment donné, la juge a demandé à Manon si elle croyait que les actions de Camille étaient dans l'intérêt supérieur de Léo, Manon a regardé sa sœur et a dit non, elle a dit que Camille traitait Léo comme un actif financier et qu'être témoin de cela avait été dévastateur. L'avocat de Camille a tenté de discréditer Manon, suggérant qu'elle était partiale ou avait une rancune, mais Manon avait des captures d'écran, des dates précises, des récits détaillés qui corroboraient tout ce que Maître Bertrand avait présenté, il ne faisait aucun doute qu'elle disait la vérité. La juge a pris une suspension de 30 minutes et quand elle est revenue, sa décision était écrite sur son visage. Elle a commencé par dire que c'était l'un des cas de fraude parentale les plus calculés qu'elle ait rencontrés en 20 ans de carrière, elle a dit que Camille m'avait délibérément trompé, avait délibérément utilisé un enfant comme instrument financier, et avait démontré un schéma de comportement qui soulevait de graves inquiétudes quant à son jugement en tant que parent. Le verdict était complet, j'ai reçu la garde principale temporaire de Léo, en attendant une audience complète dans 3 mois, Camille a reçu un droit de visite surveillé de 4 heures par semaine dans un centre familial où un travailleur social serait présent, il lui était interdit de discuter de la paternité de Léo avec lui sans approbation préalable du tribunal, elle devait suivre une thérapie obligatoire, et si elle violait un aspect de l'ordonnance de garde, son droit de visite serait entièrement suspendu. Du côté financier, parce que je pouvais démontrer que le mariage avait été basé sur des prétextes frauduleux, la juge a statué que les divisions standards de la communauté de biens ne s'appliqueraient pas, Camille recevrait un règlement minimal mais rien de proche de ce qu'elle avait prévu, pas de prestations compensatoires continues, et puisque j'avais la garde principale, je ne paierais pas de pension alimentaire, et Thomas serait tenu de se soumettre à un test de paternité ordonné par le tribunal, ce qui l'établirait comme le père biologique et le rendrait financièrement responsable. Tout ce que Camille avait prévu depuis des années s'est effondré en une seule audience de 3 heures. Elle a essayé de m'approcher après le verdict, le mascara coulant sur son visage, disant qu'elle était désolée, demandant si nous pouvions trouver un arrangement pour le bien de Léo. Je l'ai regardé de la même manière que je l'avais regardé à ce dîner de Noël, avec un détachement émotionnel complet, je suis sorti du tribunal et j'ai conduit directement pour récupérer Léo chez Manon. Quand je suis entré, Léo a couru vers moi comme il le faisait toujours, les bras tendus, appelant papa, je l'ai pris dans mes bras et l'ai serré fort, et Manon avait les larmes aux yeux, elle m'a dit que j'étais un bon père et que Léo avait de la chance de m'avoir. Au cours des mois suivants, la vie est revenue progressivement à quelque chose ressemblant à la normale, Léo s'est adapté mieux que je ne l'espérais, il demandait parfois des nouvelles de sa maman et je gardais mes réponses simples et adaptées à son âge, je n'ai jamais parlé négativement de Camille devant lui, jamais tenté de le monter contre elle, ce n'était pas le but. L'audience pour la garde complète 3 mois plus tard fut presque décevante de simplicité, avec tout ce qui était déjà établi et Camille ayant violé les restrictions de communication 2 fois lors des visites surveillées, la juge a rendu l'arrangement permanent, j'avais la garde légale et physique complète, les visites de Camille restaient surveillées et limitées. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai recommencé à faire des rencontres, rien de sérieux au début, juste des cafés et des dîners décontractés, puis j'ai rencontré quelqu'un qui valorisait réellement l'honnêteté dans les relations, quelqu'un qui a rencontré Léo et a vu un enfant, pas une opportunité financière, quelqu'un qui comprenait ce que j'avais traversé et n'a jamais suggéré une seule fois que j'avais été idiot de ne pas reconnaître le stratagème de Camille plus tôt, nous avons avancé doucement, mais cela semblait authentique d'une manière que mon mariage n'avait jamais été. Environ 1 an après la fin de tout cela, j'ai croisé Camille au supermarché, elle avait l'air usée, plus vieille,
comme si le poids de ses actions s'était enfin posé sur elle, elle a tenté de faire la conversation, a demandé comment allait Léo, a mentionné qu'elle déménageait dans une autre région pour un nouveau départ. J'ai gardé mes réponses brèves. Avant de s'éloigner, elle a dit qu'elle était désolée, sincèrement désolée, qu'elle avait tout détruit et qu'elle souhaitait pouvoir revenir en arrière et faire des choix différents. J'ai cru qu'elle le pensait vraiment, mais j'ai aussi compris que les excuses n'effacent pas des années de tromperie calculée, désolée et ne rend pas le temps qu'elle a volé, désolée et n'efface pas le fait qu'elle était prête à me détruire pour un gain personnel. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait ce qu'elle cherchait, et je le pensais vraiment, non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que je me fichais honnêtement de ce qui lui arrivait, elle ne faisait plus partie de ma vie, elle était juste quelqu'un que je connaissais autrefois. Ce soir-là, j'ai mis Léo au lit comme toujours, il m'a demandé de lire son livre préféré, celui sur l'ours qui part à l'aventure, et à mi-chemin, il s'est endormi la main tenant la mienne. Je suis resté assis là à le regarder respirer paisiblement, pensant à quel point j'étais passé près de le perdre, et j'ai réalisé que Camille avait eu raison sur une chose, Léo était la chose la plus importante de ma vie, elle avait juste eu complètement tort sur jusqu'où j'irais pour le protéger.